Et bienvenue dans ce cours d'automatique. Alors, je n'ai pas pu être présent auprès de vous jeudi, c'est pourquoi je vous avais accès à ce cours par voie de plusieurs fichiers vidéo qui ont été stockés sur YouTube. Je remercie au passage Bénédicte et Jade d'avoir permis ce transfert et vous avoir donné l'accès comme ça pendant ce week-end à ces cours vidéo. Alors, commençons tout de suite par l'automatique. Qu'est-ce que c'est que l'automatique? L'automatique, c'est ni plus ni moins que le contrôle-commande des systèmes que nous avons autour de nous. Contrôle-commande dont le but est d'assurer un certain nombre de performances. Le cours que vous allez suivre s'appuie sur les connaissances de l'automatique linéaire continue que vous avez peut-être fait en classe prépa ou en première année si vous avez suivi ce cours en première année. Mais rassurez-vous, je vais faire quelques rappels en début de diaporama. On aborde les asservissements numériques, ça sera la première partie des séances, 2 séances seront réservées à cela, c'est-à-dire l'asservissement des grandeurs numériques ou analogiques numérisées. Puis on abordera l'automatique dans l'espace d'état, ça représentera une seule séance de cours, donc on ne pourra pas aller bien loin dans les méthodes, mais on verra quand même pas mal de choses. On n'abordera pas dans cette automatique le graph set des automatismes séquentiels, la logique floue et son approche automatique, le cas des asservissements ou des systèmes non linéaires, ni les techniques avancées telles que la robustesse. Quels sont les prérequis de ce cycle? Eh bien, nous allons voir d'abord qu'un système se décrit par une mise en équation, c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert. Alors, dans les systèmes analogiques, ce sont à partir d'équations différentielles. Si par exemple on a un moteur qui est décrit par l'équation différentielle qui est celle-ci, eh bien vous voyez que si j'applique à l'entrée U un signal sous forme d'un échelon, la vitesse du moteur va passer d'une valeur de repos, qui n'est pas forcément nulle, qui est celle de repos, vers une valeur qui va être différente et qui va devenir la valeur k fois E0 au bout d'un certain temps. Alors, l'étude des représentations telles que les chronogrammes ou les équations différentielles sont complexes à mener. Alors, les mathématiciens sont passés par la transformée de Laplace pour les grandeurs analogiques qui nous permettent de traduire les comportements temporels dans des comportements fréquentiels. On appelle la traduction en P ou en S, suivant que l'on est en francophone, qu'on utilise la variable P pour la variable de Laplace, ou S pour les variables chez les anglo-saxons. Voilà, donc on dira que la transformée de Laplace de V de t, ou la transformée de Laplace de U de t, eh bien, on voit que la transformée de Laplace de V de t, c'est égal au produit, la vitesse, c'est le produit de la transformée de Laplace du signal par la transformée de Laplace de mon système H, qui est le moteur. La transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle H de t. Alors, pour exemple, certains signaux comme l'échelon ou l'exponentiel, voici où on trouve des tableaux de transformée de Laplace qui donnent l'écriture temporelle et l'écriture dans l'écriture de Laplace, dans la formulation de Laplace, de certains signaux. Un autre prérequis, c'est la description par bloc fonctionnel et l'algèbre de ces blocs. Alors, la forme générale d'un asservissement prendra celle-ci. Il y a une grandeur d'entrée et il y a une grandeur de sortie. Entre les deux, il y a le système que l'on commande. Alors en général, on va faire un asservissement, c'est-à-dire qu'on va surveiller, on va mesurer par un capteur la grandeur de sortie, on va la comparer à la grandeur d'entrée. L'écart entre les deux s'appellera l'erreur, et c'est cette erreur qui est appliquée au système. Il peut y avoir plusieurs boîtes dans la boucle, comme par exemple dans le petit schéma d'un asservissement numérique ici. Donc les représentations de ces blocs fait apparaître une algèbre particulière. Par exemple, l'association série de deux blocs se manifeste par le produit des écritures laplaciennes de ces deux blocs.
La mise en parallèle suivie d'un additionneur ou d'un soustracteur s'écrit comme étant l'addition ou la soustraction des deux termes de la fonction transfert de chacune. Et la boucle de retour s'écrit avec la boucle de retour, donc comme je vous le montrais avec un plus et un moins, et bien la boucle de retour s'écrit avec la chaîne directe divisée par la grandeur de sortie. La grandeur de sortie vaut la chaîne directe divisée par 1 plus le produit P1 plus P2. Le produit P1 P2. Voilà. Voilà. Et puis il y a aussi des formulations de calcul sur les formes de comparateurs. Troisième élément de ces prérequis, la représentation graphique. Alors, les représentations temporelles peuvent être utiles pour illustrer quelque chose, mais sont très très peu exploitables puisque on n'a pas forcément la possibilité d'appliquer les grandeurs et de mesurer les grandeurs telles qu'elles seront dans le cas particulier d'une forme de graphique temporelle. Alors on est passé, puisque l'on passe à une transformée de Laplace qui est une variable fréquentielle, puisque c'est l'inverse d'un temps, on va passer à des représentations fréquentielles, où la variable en abscisse est la pulsation du signal sinusoïdal qui serait le stimulus de notre système. Alors il y a plusieurs représentations, la représentation de Bode, où l'on voit la courbe de l'argument de la fonction transfert, de l'amplitude du gain de la fonction transfert et de l'argument, c'est-à-dire le déphasage de la fonction transfert, en fonction de la fréquence. Ces genres de formes-là, ici, on a trois représentations pour un premier ordre, c'est-à-dire un système qui ne présente que une fréquence de coupure ou bien une seule variable, une seule dérivation ou une seule intégration dans la fonction dans l'équation différentielle, un seul pôle dans la fonction transfert. Alors, ceci nous fait apparaître un certain nombre de termes. Donc, l'ordre, c'est quoi? C'est le nombre de dérivations et ou intégrations de l'équation différentielle. C'est aussi le degré du dénominateur de la fonction transfert. On voit apparaître on a besoin de définir le terme de classe, qui est le nombre d'intégrations qui sont manifestées dans la fonction transfert, et la notion de pôle, qui sont les valeurs qui annulent le dénominateur de la fonction transfert. La représentation de Black représente les deux termes des deux courbes de Bode associées entre elles, puisque l'on a sur l'axe des abscisses l'argument et sur l'axe des ordonnées le gain de la fonction transfert. Alors la courbe se manifeste comme ça. Voilà. On appellera fréquence de coupure lorsque la pulsation de coupure, celle pour laquelle on est à 3 dB en dessous de la valeur constante maximum. Ces 3 dB se manifestent ici par un déphasage de 45 degrés que l'on retrouve ici et ici. Donc ici, on a l'équivalent de ce point qui est ici et ici de notre diagramme de Bode. Il y a aussi une représentation de Nyquist, où là, c'est le terme complexe. C'est le terme complexe au sens nombre complexe de la fonction transfert, où on montre la valeur imaginaire en fonction de la valeur réelle, et on voit que l'on passe d'une grandeur qui a ici pas de déphasage, donc une partie imaginaire 0, vers une valeur qui va redevenir 0 lorsqu'on est à moins 90 degrés, et l'on retrouve notre fréquence de coupure lorsque l'on a ici 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 0,7 fois l'amplitude, le module du nombre réel, c'est-à-dire 3 dB de moins. Nouvel élément de prérequis, la notion de stabilité. La stabilité d'un système dépend de la place des pôles qu'ils ont dans la représentation imaginaire, dans le plan imaginaire, le plan complexe de la fonction transfert. Si, par exemple, dans le diagramme de Nyquist, lorsqu'on a des pulsations montantes, on laisse le point -1 sur la gauche, le système est stable.
Si la courbe passait de ce côté-là, le système serait instable. Si on fait la même analyse sur le diagramme de Black, eh bien c'est l'inverse. Quand les fréquences, les pulsations augmentent, je suis cette courbe-là, et bien là, il faut que je laisse à droite mon point moins 1, mon point de déphasage 180 degrés et gain 0 dB, pour que le système soit stable. Il y a donc la méthode peut être graphique pour diagnostiquer la stabilité, et il y a aussi une façon algébrique de diagnostiquer la stabilité. Dans le système analogique, c'est ce qu'on appelle le critère de Rousse. C'est un système qui est calculé à partir des termes de la fonction du dénominateur de la fonction de transfert, et puis des calculs que l'on fait là-dessus. Et à terme, après tous ces calculs, on analyse le comportement de la première colonne de la fonction de tableau de Rousse. Et on apprend que le système est stable que s'il n'y a pas de changement dans les relations, dans les coefficients de la première colonne. Et il y a autant de pôles instables qu'il y a de changements de signes dans la première colonne de critère de Rousse. La notion de stabilité absolue n'est pas suffisante. Qu'un système soit stable ou pas stable, c'est pas suffisant. On a donc défini des termes de marge de stabilité ou de stabilité relative. On va définir deux marges, une marge de phase ou une marge de gain, qui vont nous permettre de dire si... Pourquoi? Parce que quand un système existe, il peut y avoir des variations de son comportement, des dérives, comme on dit, et ces dérives peuvent faire franchir la stabilité si on est trop près du point critique, du point moins 1 ici, pour le diagramme de Nyquist ou le diagramme de Black. Alors on définit les marges de la manière suivante. Eh bien la marge, c'est l'écart angulaire qu'il y a par rapport au module moins 1 et l'axe des réels. Ça, c'est la marge de phase. Et la marge de gain, c'est la distance qui sépare le point moins 1 et le passage sur l'axe des réels. Dans le diagramme de Bode, ces deux marges se manifestent par une marge de gain qui est la distance entre le passage de la courbe à moins 180 degrés et la distance qui passe à 0 dB. Et la marge de phase, c'est la distance qui sépare la distance en degrés qui sépare le passage à 0 dB et le passage à moins 180 degrés. On respecte toujours des marges de cet ordre de grandeur, une marge de phase de l'ordre de 45 degrés et une marge de gain au moins égale à 10 dB. Un autre élément de performance important est la précision et la rapidité. Qu'est-ce que la précision? La précision, c'est être capable d'être insensible aux perturbations et obtenir une erreur, epsilon, faible, voire nulle. Donc cette précision dépend de la sollicitation, ou plutôt l'erreur obtenue dépend de la sollicitation, et l'erreur diminue avec le nombre d'intégrations dans la boucle, c'est ce qu'on rappelez-vous, c'est ce qu'on avait appelé la classe. Ce petit tableau, que nous aurons l'occasion de revoir, exprime la valeur de l'erreur en fonction de la sollicitation, que selon que la sollicitation est un échelon, est une rampe ou une parabole. Quant à la rapidité est fixée par le temps qu'il faut pour que le système reste à l'intérieur d'un tube qui contient les 5 derniers pourcents de la valeur finale. C'est-à-dire que le moment pour lequel le signal n'évoluera plus au-delà des 5% ou des moins 5% de la valeur finale. Donc la rapidité se mesure donc avec quelque chose qui demande évidemment le comportement temporel. La correction, enfin, c'est le dernier prérequis. Eh bien, corriger un système, c'est lui donner une marge de stabilité suffisante et lui donner les performances de rapidité et de précision attendues. On améliore ces performances grâce à des correcteurs.
Alors, plusieurs correcteurs peuvent être réalisés et dans ce cours, nous en étudierons plusieurs dans le système numérique. Ici, un correcteur à retard de phase. Vous avez ici autour du point dans le diagramme de Black l'espace qui est la marge de stabilité. Et comme la courbe était trop proche de la stabilité, on l'a écarté avec un correcteur qui crée un retard de phase. Vous voyez, qui augmente vers le négatif la phase à cette fréquence-là. Par contre, pour augmenter la précision, pour augmenter la rapidité, on a augmenté la vitesse, c'est-à-dire augmenté le gain qu'il y avait jusqu'à une grande valeur de déphasage. Voilà, ça c'est un correcteur à retard de phase. Ici, un correcteur à avance de phase qui augmente le gain aux fréquences élevées, donc qui va augmenter la rapidité et qui va augmenter la stabilité, encore une fois, en écartant la courbe qui passait trop près de la limite de la marge vers des valeurs qui sont plus satisfaisantes au niveau de la phase.